Donc, sans plus tarder, je vais inviter les premiers panélistes de venir sur la scène. Donc, Georges Huard, Isabelle Cossy, Catherine Proulx, Jonathan Gray, Mathieu Caron, de venir s'installer sur la scène. Et juste pour utiliser le micro, il faut juste peser sur le bouton pour que ça soit vert là, pour l'utiliser. Prenez. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. C'est très le fun, la traduction simultanée. Des fois, c'est très étrange. Fait que... Oui, asseyez-vous. Georges? J'arrive. Vous pouvez monter ici. Oui. Vous asseoir. Alors, pendant que tout le monde s'installe, moi, je n'aime pas les temps morts, c'est awkward. Alors, allez vous asseoir. Premièrement, je suis Charles Lafortune. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui pour ce panel. As-tu bon? Are you okay? OK. Ouais, merci beaucoup. Merci. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je suis un animateur à temps partiel, un producteur télé à temps plein. Et je suis surtout un papa d'un grand garçon de 24 ans qui s'appelle Mathis, qui est autiste et qui vient à Pas de Géant depuis qu'il a maintenant 2 ans et demi, 3 ans? 2 ans et demi à peu près. Je n'ai pas toujours la bonne mémoire des chiffres. Premièrement, aujourd'hui, on va parler d'autisme et surtout de la façon dont l'autisme est raconté dans les médias. Alors, pendant longtemps, les personnes autistes ont surtout été sujets d'histoire. On parlait d'elles, on racontait leur réalité. Souvent, on racontait leur réalité de l'extérieur. C'était souvent une personne neurotypique qui tu sais, moi, j'avais 2 questions quand je disais que mon fils était autiste il y a 22 ans. C'est « Ah oui, comme Rain Man. Ah oui, puis c'est quoi son talent? » C'est comme « Ouais, non, c'est pas ça. » Alors, mais depuis quelques années, on sent que les choses changent. On voit apparaître des nouvelles voix, il y a des créateurs de contenu. Il y a surtout aussi des personnes autistes qui prennent la parole elles-mêmes. Alors, la question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, c'est comment les médias peuvent-ils mieux représenter l'autisme et surtout, qu'est-ce que ça change pour les personnes concernées quand ces histoires-là sont racontées différemment? Naturellement, on parle de documentaires, on va parler aussi de fiction, on parle aussi de capsules sur les médias sociaux. Alors, donc, il y a plusieurs façons de parler de l'autisme. Alors, j'ai le plaisir d'être entouré de plusieurs invités qui viennent de milieux différents puis qui ont tous un lien très concret avec les questions. Je vais vous les présenter rapidement. Si je fais des erreurs dans vos représentations, là, c'est la faute à ChatGPT. Okay? Donc, Mathieu Caron est le créateur d'Entrevues atypiques. Levez votre main quand je vous présente. Un projet qui est né pendant la pandémie, qui lui a permis de rencontrer plusieurs personnalités publiques puis de faire entendre une voix différente dans les médias. Mathieu est autiste, il vit aussi avec le syndrome de la Tourette. Et il est également à l'origine de l'idée qui a mené à l'émission Critique atypique. Donc, on voit sur Ami, dont la 2e saison va commencer la semaine prochaine, des personnes autistes critiquent les chefs de grands restaurants, sans filtre. Je vous le conseille, c'est vraiment très bon. L'émission a remporté un prix international, non pas de diversité ou de neurodiversité, mais a rempli un prix international à Cannes de meilleur nouveau format. Il est en compétition avec des shows de dating, il est en compétition avec tout ça. Et c'est très important pour moi parce que c'est ça. C'est pas un prix de diversité. Des fois, dans des festivals, je vous l'avoue, là, on fait comme « Ah, ça serait le fun de saluer la présence des personnes qui vivent différemment, puis on fait un prix. » Mais celui-là, c'était comme « Non, c'était... » Comme on a kické des culs. C'est ça. Alors, Isabelle Cossy, qui est sociologue et professeure à l'Université de Montréal. Ses recherches portent notamment sur l'expérience sociale de l'autisme et sur la façon dont les discours publics, les institutions et les médias influencent notre compréhension de l'autisme dans la société. Jonathan Gray, qui est créateur de contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, partage son vécu, sa perspective sur l'autisme avec une grande communauté. Félicitations, bravo. Georges Huard, qui est là. Allô, Georges. Georges qui a reçu un diagnostic d'autisme à l'âge de 36 ans, je ne me trompe pas. 35 ans, excuse-moi, c'est 35. Alors, et depuis, 36? Ah, tu vois, hein? Chat est plus hot que nous-mêmes, master.
Depuis, Georges s'implique activement dans la sensibilisation à la neurodiversité, notamment à travers ses conférences et, plus récemment, sa participation à l'émission Facteur A. On va en parler plus longuement. Sophie Préjean, qui est comédienne, qui est diplômée de l'École nationale de théâtre. Elle a joué dans de nombreuses productions à la télévision, au théâtre, au cinéma. Elle a aussi présidé l'Union des artistes pendant 10 ans. Et Sophie est également mon épouse. Alors, tout à l'heure au café, dis-moi pas des affaires dans son dos, là, c'est ma femme. Ensemble, on est les parents de Mathis, qui est un grand garçon maintenant, autiste de 24 ans. Et puis la réalité familiale qu'on vit est au cœur de plusieurs projets documentaires qu'on a réalisés. Finalement, Catherine Proulx. Catherine est scénariste, réalisatrice de documentaires. Et puis, depuis plus de 15 ans, elle a créé des œuvres qui donnent accès à des réalités humaines souvent peu communes. Et elle est notamment derrière l'émission Facteur A, qui est sur les ondes d'ici Radio-Canada. Je vais commencer avec une simple question. Je vais tout de suite mettre le chaos, là, on ne saura pas qui parler quand. Donc, quand vous regardez la télévision, les films ou encore les réseaux sociaux, est-ce que vous avez l'impression que l'autisme est bien représenté aujourd'hui? J'ai fait une question fermée avec un oui, non, pourquoi. Alors, est-ce que vous trouvez ça? Ouais? Juste peser sur le petit bouton vert, ouais, c'est ça. Exact. Parfait. Bonjour à tous. Là, je voudrais savoir, quand je réponds aux questions, est-ce que je dois regarder, par exemple, toi, Charles, ou je m'adresse au public? Il n'y a aucun règlement. Tu peux regarder où tu veux. Okay. Où tu veux. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Alors, ce que je trouve de représentatif parfois de l'autisme lorsqu'on regarde, par exemple, des séries ou des films, il y a un film qui m'a frappé personnellement, c'est le film Adam. Le père de l'enfant autiste est en fin de vie et lui demande « Qu'est-ce que tu vas faire après mon garçon? » Alors, c'est une réalité que moi-même j'ai vécu quand mon père était décédé. Tout son parcours de vie, il s'en faisait pour moi en voulant dire « Qu'est-ce qui va arriver, mon gars, même que je ne sois plus là? » Alors, je pense que ce film-là, c'est un bel exemple. À la fois, il y a beaucoup de personnages autistes qui sont présentés dans des films. Je pense Le Bon Docteur et le film Le Comptable avec... c'est ça, le film Le Comptable. Et souvent, on nous donne l'image de personnes autistes qui vont avoir de gros postes de travail effet wow. Le Bon Docteur qui est chirurgien, le comptable qui est partout. Mais je pense qu'à la fois que c'est une minorité de personnes autistes à l'âge adulte qui vont avoir des postes de travail effet wow. Alors ça, je trouve ça un petit peu, personnellement, genre négatif parce que ce n'est pas la représentation du parcours de vie d'une personne adulte autiste. C'est ça qui me vient en tête. Tu me passes la parole? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait... Non, on y va. On prend la glace. Excellent. Je pense qu'au Québec, on a fait beaucoup de chemin depuis les dernières années. Il y a peut-être un petit peu de place à l'amélioration aussi, à mon avis. Quand on regarde les productions qui sont de plus en plus intéressantes... Un petit peu plus dans le micro, Isabelle, s'il vous plaît. Un petit peu, oui, merci. Fidèle, un petit peu plus fidèle aux réalités des personnes. Il y a encore de l'amélioration à faire. Puis, en fait, il faut toujours se demander... C'est bien d'être représenté, mais qui est représenté, un peu comme tu viens de le dire. Et en fait, les recherches nous montrent qu'il y a des groupes qui sont un petit peu moins représentés. Les femmes autistes sont un petit peu moins représentées. Aussi, les personnes non-binaires ou qui s'identifient ni comme homme, ni comme femme, ou et comme homme et comme femme, donc les identités fluides. Donc, il y a peut-être un petit peu matière à s'améliorer aussi au niveau de la diversité des représentations. Mais je tiens à dire que je pense qu'on a fait vraiment quand même beaucoup de chemin au Québec depuis les dernières années. Et avec les dernières productions qui nous sont offertes, vraiment, c'est tout un bon... Je pense qu'on s'est amélioré. Est-ce qu'il y a des émissions ou parce que des fois, qu'est-ce qui, pour vous, améliorer des représentations qui sont positives de l'autisme à la télé? Georges, pour toi, j'aimerais ça t'entendre. Qu'est-ce qui, pour toi, est positif? Qu'est-ce que tu as vu à la télé auquel tu as participé que tu as dit, ah oui, ça représente bien ce qu'on vit, c'est authentique?
Pour qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce que j'ai vu de mieux, c'était facteur A. Ça, c'est ce que j'ai vu de mieux parce qu'on voit des personnes qui ne jouent pas le rôle d'un autiste. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, jouer le rôle d'un autiste? Jouer le pour toi? rôle, un acteur qui est neurotypique qui va jouer le rôle d'un autiste. Quand c'est bien fait, ça peut être réussi, mais des fois, ça paraît. Mais je n'ai pas d'autres exemples qui me reviennent en mémoire, là, mais j'en ai vu dans certains films, surtout il y a peut-être 5 à 10 ans. Et souvent, je sentais comme quelque chose qui n'était pas tout à fait naturel. Ben tiens, on va, Josh, Comme- pendant que tu parles de facteur A, pour mettre tout le monde dans le bain, on va regarder justement la bande-annonce de facteur A. Bienvenue dans la trio. J'attends une date. Ça va bien? Ben, j'ai des frissons. Je suis nerveux. Moi, je suis. T'es prête? Salut Fred, moi c'est Gabriel, mais j'aimerais que tu m'appelles Elvis. Et c'est qui ton idole? J'aimerais savoir c'est qui ton Aujourd'hui, idole. ça serait Elvis. Ah ben pourquoi pas? Salut, Bruno. Salut, ça va Ça bien? fait longtemps que je voulais te rencontrer. T'es mon idole numéro 2. Est-ce que tu aimes la danse en ligne ou non en ligne? Est-ce que l'amour rend malade? J'ai lu que tu aimes le poulet. Aimes-tu te faire livrer du poulet? Combien de filles ont oublié leur brosse à dents chez toi? À quand remonte ta dernière peine d'amour? T'as-tu une autre question? Si j'étais sur un plateau, Alors, Catherine, donc, tu as mais vu que c'est toi, réalisé, ton donc... ici, je vais Oh, répondre. pardon. Est-ce que ça t'arrive à avoir de la peine? Souvent. Et comment tu règles? Je pleure. Facteur A pour arrêter. Donc, mais en rentrant, on a bien compris quand même. Catherine, je vais commencer avec la question très simple. Comment on trouve le bon angle pour faire ce genre d'émission? Et puis comment on entre là-dedans quand on est neurotypique? On entre avec curiosité. Puis quel est le bon angle? En fait, le bon angle, c'est une rencontre facteur A. Donc, moi, mon travail, c'était de m'assurer que la rencontre ait lieu entre l'artiste et les participants. Puis après, pour ce qui est de l'angle, c'était de suivre ce dont les participants avaient envie de parler. Quand on prépare l'émission, on commence par donner un rapport de recherche aux participants. Notre recherchiste a aussi adapté ses rapports de recherche en les faisant audio et vidéo. Donc, elle présente l'information parce que ce n'est pas tout le monde qui avait envie de lire des gros rapports de recherche ou pouvait le faire. Donc, on fait un rapport de recherche, puis ensuite, les participants arrivent avec leurs questions. Fait qu'on prend toutes les questions, on finit avec une centaine de questions, puis nous, on en sélectionne quelques-unes, on s'assure s'ils sont à l'aise avec leurs questions, puis c'est à partir de ça qu'on va travailler. Donc, on travaille vraiment à partir de leur curiosité, puis les questions qu'ils ont envie de poser aux invités, dans le fond. Isabelle en a parlé tantôt. Des fois, il y a des gens qui ne sont pas représentés ou moins représentés. Comment est-ce que vous avez fait la sélection de savoir? Parce que, tu sais, on parle du spectre de l'autisme. Donc, il y a des personnes qui sont non-oralisantes, il y a des personnes qui ont des intérêts très précis, des personnes qui ont plus de difficultés avec les foules, etc. Comment vous avez fait pour dire comment on peut représenter un large spectre d'invités? Nous, on a travaillé avec des organismes, puis c'est eux qui ont lancé l'invitation et ceux qui avaient envie de participer se sont présentés à la rencontre. Donc, il n'y a pas vraiment eu de filtre qui a été fait dans le spectre, mais plutôt c'était l'intérêt des participants. Il y a des participants, des fois, qui, selon certains invités, n'avaient pas envie de participer parce que ça ne les intéressait pas. Puis d'autres fois, oui. Donc, on se garde 25 personnes. On s'assure que tout le monde peut venir au moins quelques fois, mais le choix s'est fait comme ça. Il n'y a pas eu de vrai casting où on choisissait. C'était vraiment l'intérêt des participants. Des fois, puis ça, c'est par expérience que je vais dire ça, des fois, naïvement, on pense que les personnes autistes, quand ils arrivent dans un contexte de représentation, c'est-à-dire quand on met des caméras, naïvement, on pense qu'eux autres, ils vont être vrais. Parce qu'eux autres, c'est des personnes autistes, fait que nous, les neurotypiques, on dit, ben, eux autres, on va les filmer, ils vont être autistes. C'est ridicule, mais c'est ça. Puis moi, je l'ai vécu à un moment donné sur Critique atypique, où il y en a un qui m'a dit, j'ai donné un bon show, hein?
Puis là, j'ai dit, t'es pas obligé d'exagérer. Il m'a dit, ben non, mais sinon, ça serait plate. Fait que, donc, moi, des fois, ce que je prenais pour, oh mon Dieu, il a tellement aimé la bouffe qu'il s'est levé de table et il a dansé. Non, c'était un bon show. Fait qu'il a fallu que j'explique que non, mais si tu le sens pas, mais exactement, comme une personne neurotypique, le cabotinage peut être très, très présent. Est-ce que, comment on réagit, justement, ces vedettes-là, parce que l'idée, hein, c'est une personnalité vient et puis est interviewée. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Est-ce qu'il y en avait qui étaient mal à l'aise? Est-ce qu'ils ne savaient pas quoi faire? Est-ce qu'on voit qu'ils les prennent dans leurs bras de façon spontanée, alors que moi, dans ma posture, je dis « ça dépend qui, comment? » Explique-nous un peu. Mais je dois dire qu'il y a des gens, pour la première saison, qui ont refusé, qui n'étaient pas à l'aise de venir, ou qui n'avaient pas envie, ou qui étaient craintifs. Donc, ceux qui sont venus avaient, je pense, cette curiosité-là de participer à cette rencontre. Puis, je le répète, c'est vraiment cette idée-là de rencontre. Au départ, les invités sont toujours stressés. Ça, c'est assez intéressant. Les gens arrivent bien, bien stressés, puis on les aide pas du tout à déstresser. Puis, ça fait partie du concept. L'invité arrive seul. Puis, il faut se mettre dans le contexte, tout est visible, l'équipe technique est visible, on est tous visibles, mais personne ne s'occupe de l'invité. Donc, il rentre, il va s'asseoir, puis à peu près pendant 2 minutes, on ne lui parle pas, on fait nos trucs, on continue. Donc, l'invité est assis seul. Puis, c'est vraiment voulu, ce moment-là, parce qu'on veut que l'invité défasse tout ce qu'il pense qui va se passer. Parce que des fois, c'est des gens qui sont habitués aux entrevues, ils sont habitués d'être mis un peu à l'honneur ou d'être pris par la main. Donc là, on défait tout ça. Puis on fait entrer les participants. Donc, l'invité doit aller se présenter. Puis c'est ça qui est intéressant parce que c'est comme si c'est à son tour de s'adapter. Puis moi, c'est ce qui me plaisait dans ce concept-là, de dire, ben venez, vous allez avoir une rencontre, mais arrangez-vous pour qu'elle ait lieu. Puis c'est intéressant parce que ce que j'ai remarqué, c'est que rapidement, les invités sont stressés, mais rapidement, ils se mettent à l'aise parce qu'il y a un niveau d'authenticité qui est super rassurant. Puis là, ils se rendent compte que, OK, ça va être ça. La rencontre dure 3 heures, puis à la fin, souvent, les invités se disent « Ah oui, c'est déjà fini ». Ils pensent que ça fait juste 1 heure. Il y a des échanges qui sont beaux, qui sont vrais. Puis je pense que pour que l'échange se passe, il faut que l'invité aille à ce niveau d'authenticité lui aussi, puis c'est ça qui fait que ça fonctionne. Les invités doivent être eux-mêmes, sinon la rencontre n'a pas lieu. Donc, mais les gens sont souvent même bouleversés, sont comme remplis de bonheur. Il y a quelque chose de tellement vrai dans cette rencontre-là que les gens sortent souvent un peu sonnés et en reparlent. On a vu des invités qui en ont reparlé dans d'autres entrevues. Ils étaient vraiment ébranlés par cette rencontre-là de 3 heures. Qu'est-ce qui les ébranle? Mais je pense que c'est le niveau d'authenticité. Je pense qu'on n'est plus habitué, ou peut-être eux, dans leur travail aussi, ils ne sont pas habitués quand on donne des entrevues, des fois, l'animateur a un plan, une trajectoire. Là, il n'y en a pas, puis c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas d'animateur. Il y a une facilitatrice qui donne les droits de parole, mais il n'y a pas d'animateur parce que ce sont les participants, les animateurs. Puis pour ça, c'était aussi très important pour nous parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait un animateur puis que la discussion finisse par se faire entre l'invité et l'animateur. On voulait vraiment que ce soit les participants. Donc, je pense que c'est ça, ce niveau-là d'humanité et d'authenticité qui bouleverse, les gens ne sont pas habitués. Georges, ça va être pour vous. Jean, qu'est-ce que vous retenez, Georges, de cette expérience-là, quand on vous a demandé d'y participer? C'est quoi le souvenir qui vous vient, le premier souvenir qui vous vient à l'esprit? Pourquoi est-ce que vous avez aimé ça? Qu'est-ce qui était le plus difficile? Comment est-ce qu'on vous a préparé? C'est beaucoup de questions, mais je veux savoir vos souvenirs de ça. Comment est-ce que vous avez vécu ce facteur A? Au début, vu que je viens de tomber à la retraite, ça réduit pas mal le stress parce qu'avant, ça aurait demandé de prendre des journées de congé du travail. Et ça demandait une grosse implication. Moi, ce que j'ai beaucoup retenu en dehors de l'émission, c'était nos préparatifs, nos répétitions et aussi notre brainstorming de questions. C'était toutes des belles expériences partagées avec d'autres personnes sur le spectre. Et aussi la rencontre avec Patrick Huard m'a particulièrement intéressé. Pourquoi? J'étais curieux de savoir si on était sur la même lignée généalogique. Ça fait une curiosité personnelle, mais ce n'était pas le cas. Mais aussi, c'était une personne très humaine que j'admire aussi.
Et aussi, j'ai aimé Suzanne Clément aussi. C'était... À cause du poulet ou... Oh, mais il y avait surtout son côté très chaleureux, très humain. Et aussi son histoire de poulet, ça c'était intéressant aussi. Mais il y avait aussi, et il ne faut pas oublier Fred Pellerin aussi, avec qui j'ai parlé de ma montre du temps et que ça l'avait fasciné, dirait-on. Comment ça se passait, Georges, les brainstorming, quand vous travailliez les questions? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que tout le monde était ouvert? Est-ce qu'il y en avait qui avaient plus des intérêts spécifiques, qui étaient moins intéressés par les questions des autres? Comment ça fonctionnait, tout ça? Habituellement, c'est que c'était à tour de rôle. Ça a évité les conflits, là, genre que tout le monde parle en même temps. Il y avait quelqu'un qui modérait tout ça. Et que on présentait 3-4 questions qu'on voulait poser. Et on les écrivait, c'était noté, il y avait quelqu'un qui notait ça dans un document Word pour être analysé par un autre comité pour être sûr que les questions vont être fluides avec l'émission. C'est sûr que, comme pour Marina Orsini, il y avait juste une question de ma part qui a été retenue, soit parce qu'il y a 2-3 qui ont posé la même question. Ça fait qu'il faut donner la chance à tout le monde. C'est la même chose pour Patrick Huard aussi. Il y avait des questions que je lui avais posées qui n'ont pas été retenues. Là, j'ai oublié lesquelles, là, que j'avais... Enfin, ça fait un petit bout, là, mais ça fait ce qui arrive, c'est soit que des fois, il y a une maladresse dans la question, puis ça ne cadre pas avec la fluidité de l'émission. Dernière question, justement, pour parler du format de l'émission. Georges, quand vous avez regardé l'émission, est-ce que vous avez trouvé que c'était fidèle à ce que vous aviez vécu? Ou est-ce que vous trouviez que, une fois qu'on a fait le montage, qu'on met la musique, etc., est-ce que ça crée une autre expérience que celle que vous aviez vécue en vrai? Qu'est-ce que ça change? Évidemment, c'est beaucoup plus fluide que qu'est-ce que j'ai vécu pendant le tournage. La plus grosse chose, c'était la fluidité. Ça fait que ça rendait l'émission très agréable à regarder. Ça fait l'enchaînement des questions et tout ça, et aussi les périodes de publicité et tout ça. J'ai regardé ça avec mon copain de Floride. Lui, il a utilisé un VPN pour se connecter à Radio-Canada depuis la Floride. On n'en parlera pas de ça. Ça fait là, on a regardé, moi puis lui, puis il était content de me voir à la télévision aussi, là. Puis, on va, si vous voulez bien, Georges, merci. Georges, on va maintenant regarder une autre émission qui a été importante, je crois, qui est Autiste bientôt majeur. Alors, c'est une série documentaire qui a eu 4 saisons, donc quand même 40 épisodes. Et puis, voilà. Tu es mat? Ouais, tu es fin? C'est un gamin dans un corps d'homme. Il revient de l'école, là, mais c'est toujours « Matistou! » J'ai toujours ça en moi, tout le temps. Il y a 17 ans. L'hiver dernier, quand il y a une grosse entreprise qui a décidé de mettre fin à son programme d'intégration d'handicapés, je me suis indigné publiquement contre cette action-là. J'ai reçu des dizaines de messages d'une rare violence, du genre... Fais attention, si ton sperme vaut rien, enfant de chienne, c'est pas de nos problèmes. Si ton fils n'était pas un maudit mongol, tu serais jamais impliqué là-dedans. Ce à quoi je réponds, probablement que t'as raison. Nous, les autistes, nous sommes des PC. Et puis vous, les neurotypiques, vous êtes des Macs. Allô? Allô? Avez-vous un billet? Benjamin va avoir 18 ans, 19, 20, 21. Après 21 ans, après, il n'y a plus d'école. Il est limité au niveau de son avenir, tu sais. Fait qu'il va avoir un mini-choix. Mais lui, il s'en fout, tu sais. C'est moi qui ai un problème. Depuis qu'elle est toute petite qu'on me dit ah, tu devrais la placer, c'est comme... C'est la dernière chose que je voulais faire. J'aurais juste une discussion. Ça peut paraître banal. Raconte-moi qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui.
Ça, c'est tout. Alors, l'entrée pour autistes bientôt majeurs, bien sûr, c'était le néant, le trou qui avait existé après le 21 ans, quand les services scolaires, on arrête et on tombe aux services sociaux. Là, les parents vont souvent parler de ça. On était beaucoup au début dans l'écho des parents, dans l'anxiété des parents. C'est drôle parce que je le regarde aujourd'hui, puis c'était ce point de vue-là. Après ça, c'est devenu complètement d'autre chose. C'était autisme maintenant majeur. Ensuite, c'est devenu autisme, amour et amitié. Puis tranquillement, on a vraiment amené la parole aux personnes autistes à l'intérieur de la série. Je pense que ça partait aussi un documentaire d'une angoisse parentale que nous, on avait. C'est comme ça qu'on est entré là-dedans. C'était aussi une façon aussi de parler à la population neurotypique de cette réalité-là. Puis tantôt, on va parler de critique atypique. Fait que ça, c'était hardcore. On y allait, on choquait, etc. C'était très émotif. Après ça, on va tomber dans le comique avec Mathieu, un peu plus dans ce qui peut être l'humour et ce qui est drôle. Sophie, allons ensemble avec toi. Quand on t'a proposé ça, quelle a été ta réaction? Comment est-ce que tu as évolué là-dedans? Parce que ce n'était pas nécessairement ton vœu de faire entrer des caméras chez toi. Ben non, effectivement. Comment on m'a proposé ça? D'abord, on ne me l'a pas proposé, on me l'a imposé, ce qui est bien différent. On va préciser les choses ici, là. En fait, ce qu'il faut dire au départ, c'est qu'on est dans le milieu des communications depuis fort longtemps, là, Charles et moi, et on avait un pacte. Le pacte, c'était de ne jamais faire entrer les caméras dans la maison. Charles est devenu producteur, puis là, il sentait qu'il ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité-là. Mais ce n'était pas nécessairement ma perception à moi, si bien que ça ne me tentait pas. Je vais être très honnête avec vous, et ça ne m'a pas tenté tout le temps. Si je suis très transparente, là, tout le temps qu'on l'a fait. Cependant, ce qu'il faut que je dise, c'est que l'impact que ça a eu auprès de la population m'a fait davantage réfléchir que mon confort à ne pas faire entrer qui que ce soit dans ma maison. Je suis plus timorée, je suis plus retirée de ce milieu-là que Charles peut l'être. Moi, je trouvais ça souffrant que le matin, il y ait des caméras dans ma maison pour filmer l'éveil de mon fils en pyjama. Je trouvais ça difficile. Ça ne nous tente pas nécessairement que tout le monde ou le Québec nous voit dans cette condition-là. Tu sais, on parlait d'évolution tantôt, là. C'est de ça que c'est parti. Aujourd'hui, on est capable de faire des émissions comme Facteur avec un recul, avec d'autres codes de la sphère du milieu de l'autisme. Mais on est parti de ça. Il n'y en avait pas avant. L'impact a été énorme. Fait que pour ça, c'est Charles qui avait raison, c'est pas moi. Mais malgré ça, mon confort n'était pas plus grand à l'an 4 que l'an 1. Puis après ça, c'est joint d'autres familles et d'autres réalités. Et là, ça prenait tout un autre sens que montrer ma vie à moi, Sophie, qui, franchement, n'était pas si intéressante que ça. Tu sais, je vois ça, le Mathis a 17 ans là-dessus, là. Il est rendu à 24 ans. On a vraiment évolué dans ce que l'on propose à la société de nos autistes. Tu as envie de dire quelque chose, Mathieu, hein? Je le vois. Ben, cette personne-là, je n'ai pas parlé trop fort, mais cette personne-là, qui a maintenant 24 ans, il est devenu quoi aujourd'hui? Est-ce que tu peux en parler un peu? Oui, je peux en parler. Mathis, il vient ici à tous les jours. Il y a un centre ici pour les adultes. Maintenant, Mathis a 24 ans. Ah, c'est lui que tu parlais? Oui, ça, c'est mon fils. Ah, oui. Que tu as vu tantôt, Mathieu, c'était mon grand garçon. Là, il y a 17, oui. Oui, ça, je sais. Oui. Je sais qu'il y a ton fils, je ne savais pas que ton fils il avait 7 enjeux, mais je voulais savoir si c'était le fils, la personne que tu parles, qui a 24 ans, c'est lui exactement, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? C'est ton fils? Oui. Ah, ok, je me suis trompé.
Désolé. C'est bien correct. C'est bien correct. Fait que c'est ça. J'ai répondu à Mais, ta question. ouais, mais maintenant, mettons, non, mais allons les gens maintenant. Parlons des gens. Comment est-ce que les gens t'abordent? Qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce que ça t'a permis de constater de cet impact-là? Tu sais, là, tu nous as parlé de toi, mais les gens, comment est-ce que ça t'a vécu ça, ces gens-là qui t'approchent? Bien, en fait, ce que je constate, c'est qu'il y avait une espèce de mur, en fait, entre la société puis la réalité que je vivais avec mon fils et sa réalité à lui. Il y avait juste l'air, des fois, on s'en parlait entre parents d'enfants autistes un peu plus jeunes, là, pas élevés. Il me faisait des crises, peu importe où il était. Il sortait les pieds de l'auto avant de sortir la tête de l'auto, tu sais, fait que j'avais l'air... Donc, ce que je recevais de la société, c'est une très, très mauvaise compréhension de ma réalité. Ça a changé complètement. Ça, c'est comme si tout à coup, ça tendait une main vers une société, ça créait une passerelle. Puis aujourd'hui, je suis convaincue que les parents de jeunes enfants autistes se font... Il y a toujours, tu sais, les emballeurs au supermarché. Comment ça se fait qu'ils me battent pas, là? Ça fait 7 ans que je viens faire mon marché. Ils emballent ma commande à 3 semaines, puis il m'a jamais dit bonjour. Posez-vous des questions. Ça, c'est ça l'impact que ça a eu. Ah, il est peut-être autiste. C'est peut-être pas juste un air bête ou il y a peut-être pas... C'est peut-être pas parce qu'il n'a pas envie de me parler. Il y a une condition derrière ça. Alors, juste ça, ça change la vie des familles. Puis, ça éveille les curiosités. On vit dans des codes établis par la société. Les autistes ont d'autres codes. Alors nous, en neurotypique, s'intéresser à ça, c'est s'ouvrir, puis c'est ça qu'ils font tes invités. Ils acceptent de ne plus avoir de code, ou que les codes viennent non pas de la communication, de l'émission de télévision puis du format, mais d'un être humain qui voit les choses différemment, qui évolue différemment et qui est un monde en soi. C'est ça qu'ils font. C'est ça qui est beau. C'est ça qui me fait tant, qui m'émeut autant, là. C'est quand ça arrive, là, moi, je me peux plus. Là, je me liquéfie. Moi, quelqu'un qui dit à Fred Pellerin, toi, la première question, c'est toi, t'aimes-tu mieux la danse en ligne ou pas en ligne? Tu sais, Fred Pellerin, je suis sûre qu'il n'a jamais fait un pas en avant ou en arrière. Il danse pas, Fred, je suis convaincue. Fait que moi, ça me donne de l'espoir. C'est ça qui me donne de l'espoir. Moi, le petit bout, la question que je me posais à moi-même, moi, c'est surtout que, on a parlé beaucoup de faire entrer dans notre intimité. Puis, au fil du temps, j'ai réalisé que les gens ne me parlaient jamais de mon intimité, en fait. Ils s'en sacraient un peu. Ils venaient toujours nous parler de mon cousin, mon père, ma soeur, elle a un enfant, mon beau-père, il est dans le déni, il ne comprend pas, etc. Fait qu'ils me parlaient toujours d'eux. C'était bien, bien rare qu'ils me parlaient de statut bois à cage au sport quand on a vu dans le documentaire. Tu sais, c'était pas ça. Fait que tu réalises, en fait, beaucoup que, en fait, ton intimité, les gens s'en sacrent un peu. Finalement, tu n'as pas l'impression que tu te dévoiles, mais ça leur permet de réaliser qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils vivent des affaires qui sont très semblables, puis après ça, qui te le partagent. Puis mon fils, lui, c'est très drôle parce qu'il n'a pas vraiment conscience de ça. Fait que quand on est avec lui ou que lui, il part, mettons, en répit, puis qu'il est ailleurs, bien, les gens le reconnaissent. Fait que j'ai l'impression que ça lui a permis d'habiter un peu un village et puis d'être reconnu un peu. Je vais vous présenter, parce qu'on a fait, chez nous, chez Pixcom, on a fait ça. Puis ensuite, on est arrivé avec un autre concept qui permettait de présenter l'autisme sous le prisme d'un variété ou d'un magazine, d'un concours. Donc, le prochain. Ouais. Ah, c'est bon! Des critiques culinaires spontanées et imprévisibles. C'est trop bon, mais c'est trop piquant pour moi! On dirait un œuf de dinosaure. Évalue le talent des plus grands chefs au Québec. Ça, là, je suis pas sûr que ça passe. Quoi de jaune? C'est l'huile d'olive. Ah! Tandis de serre? Ils sont autistes et rien ne leur échappe. Les couleurs, c'était vraiment beau. Une explosion de bonheur! Les critiques atypiques. Nouvel épisode lundi 20h sur Ami Télé et en tout temps sur Ami Plus. Alors cette émission-là, bien sûr, c'est 8 personnes autistes qui, 4 à la fois,
vont dans des grands restaurants critiquer, hein, je dirais sans filtre, critiquer des chefs. Et cette émission-là, en fait, est née d'une idée d'une personne autiste. Alors, de Mathieu. Bravo, Mathieu. Bravo, vraiment. Bravo. Est-ce que ma chemise est fripée? J'espère que non. Non, correct. OK, c'est bon. Mathieu, ouais. explique-nous comment cette émission-là, l'idée que tu as eue, comment ça s'est passé, raconte-nous un peu l'histoire de cette émission-là. Ben, l'histoire, c'est que j'avais approché dans le cadre d'une entrevue atypique Charles dans mon balado. Et le premier tournage, ben, le son, il n'a pas enregistré. Alors, on a fait parce que Mathieu fait des entrevues atypiques. On a fait une entrevue, ça a duré 1h30. Et puis quand on a fini, il n'y avait pas de son. Fait qu'il m'a rebooké pour en faire une autre. J'ai probablement pas dit les mêmes réponses. Moi, je pense que c'était un plan machiavélique pour vraiment réussir à faire passer ton idée. Non, mais est-ce que je me souviens un peu, mais est-ce que je t'avais. Ben, c'était-tu à ce moment-là que j'ai eu l'idée? Je pense que oui. Après, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, toi, tu es venu nous voir, puis tu voulais faire, il y a eu beaucoup de... Olivier Primo fait des reviews de poutine et tout. Tu as dit, moi, j'aimerais ça faire de la critique de bouffe. Oui, justement, Olivier Primo, on le connaît tous pour ses reviews de poutine. Ça veut pas dire que, dans la deuxième saison, on avait fait justement des restaurants Michelin. Ben, puis ça veut pas dire que tu as une étoile Michelin qui était le meilleur. Là. C'est pas un marketing. Là. Ouais, ben, c'est ça. Puis nous, donc, tu es arrivé avec cette idée-là. Oui. Puis nous, on l'a développé. On en a fait toute l'idée d'avoir quatre personnes, d'avoir des notes, etc., puis de faire un concours, en fait, de restaurant. Quel sera le meilleur restaurant d'après les critiques atypiques? Oui, j'aime beaucoup dire aussi le fait que c'est un travail d'équipe. C'est vraiment vraiment un gros travail d'équipe. J'ai quand même été très bien traité, là, fait que vous n'allez pas vous en faire, là. Ben, je suis bien traité en même temps avec Charles, toujours, là. Puis Sébastien Surbise, le réalisateur. Ouais, le réalisateur, puis Amélie Martin-Dionne. C'est vraiment gentil, là. C'est vraiment une belle gang. D'après toi, Mathieu, là, à travers la nourriture, à travers l'idée d'être ensemble puis de critiquer de la bouffe, qu'est-ce qu'on découvre sur l'autisme? Qu'est-ce que ça permet d'expliquer sur l'autisme à travers la nourriture? Ben, ça permet de découvrir une autre facette des personnes autistes. Puis, mettons, il y a les textures, la sensibilité au goût. Il y a Francis Evin Croteau, qui était mon ancien caméraman, qui est critique culinaire, que j'avais rencontré pour l'émission. Ben, qui avait fait une entrevue atypique, qui avait filmé la deuxième avec Charles, justement. Ben, lui, il n'aime pas quand c'est. C'est lui qui dit une explosion de saveurs. Ouais, c'est ça, mais il n'aime pas ça quand c'est piquant. Je pense que. Ouais. Est-ce que tu te souviens quand on avait fait un pilote, on était allé au Pied de Cochon avec Martin Picard? Est-ce que tu te souviens que tu avais dit, moi, je peux pas m'asseoir face à la vitrine où on voit tout le monde passer sur la rue du... Oui, ben ça me déconcentre vraiment quand je vois quelqu'un passer en avant. Je suis en train de prendre un café, mettons, à un endroit, puis j'ai pas mal de personnes qui peuvent passer. Là. Mais ouais, ça me déconcentre, effectivement, Charles. Est-ce que tu te rappelles ce que tu avais dit à la fin à Martin Picard quand tu lui avais donné sa note? C'est bon en table. Je vais le dire. Là. Ouais, ben, je m'en souviens très bien, mais j'ai dit ça, mais puis ils l'ont mis justement dans un teaser, je pense en anglais. Là. Ouais. Donc, je trouvais ça drôle, mais ils ont mis un bip. Tu avais aussi dit lâche pas, Martin, tu vas réussir. T'es bonne personne, lâche pas. Ben, déjà, je savais pas c'était qui à ce moment-là, personne ne le connaissait. Dis-moi, Mathieu, est-ce que tu as découvert, à travers la bouffe, des nouveaux intérêts pour la bouffe? Est-ce que tu as découvert des trucs que tu n'aurais pas nécessairement mangés, puis que finalement, tu as découvert que tu aimais ça? Ben maintenant, je dis la vérité au restaurant, là. Je me prends pas pour un critique culinaire, là, au restaurant, mais je pense que j'ai plus tendance à dire la vérité à cette heure, là. Ouais. Est-ce que tu étais quel genre de critique? Pour toi, c'est quoi un bon restaurant? C'est quoi un bon repas?
Pourquoi est-ce que tu donnerais une haute note dans le cadre de l'émission? Premièrement, il ne faut pas tant d'étoiles Michelin, il y a déjà. Puis, deuxièmement, peu importe ce que tu as une étoile Michelin ou non, ça ne change rien. Puis, selon moi, pour un bon restaurant, il faut que le cappuccino soit très bon. Non, ça, c'est le restaurant déjeuner, là, mais c'est ça. Un bon restaurant, c'est plus sérieusement, c'est le service, la personne qui est derrière la cuisine, le chef qui vient te voir, qui est sympathique. Tu sais, comme tous, on aimerait se faire traiter, là, comme mes parents m'ont déjà appris, là. Moi, j'ai remarqué dans l'émission, parce que souvent, parce qu'il y a aussi beaucoup de clichés que les neurotypiques ont sur les personnes autistes, et que pour eux autres, que c'est socialement difficile. Alors que Georges nous parle qu'il est avec son ami en Floride, ils regardent ça ensemble, que les rapports sociaux, et c'est pas tout à fait vrai. Parce que moi, j'ai remarqué que plus le chef est sympathique avec vous quand il vient à table, plus il a des notes élevées. C'est pour ça que tu leur disais qu'il fallait qu'ils soient gentils avec nous? Moi, si tu veux gagner la compétition, je te conseille d'être gentil. Toi, ça a un effet, ça? Même si la bouffe est moyenne, s'il est sympathique, tu vas donner des notes plus élevées ou pas? Ça déstabilise comme question, là. C'est pire qu'une entrevue atypique, là, que j'avais faite. Sérieusement, je sais pas, il y a quoi dire, je suis neutre de ça. Je sais pas quoi dire. Sans commentaire, je dis comme les politiciens, sans commentaire. Qu'est-ce que tu aimes le plus de faire de la télé? Georges, question aussi pour toi. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Jonathan, qu'est-ce que ça change aussi dans votre vie que les gens vous reconnaissent? Est-ce qu'ils vous voient? Est-ce qu'ils vous abordent? Jonathan, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. On t'a pas entendu, on t'a entendu juste au début. Est-ce que les gens t'en parlent? Comment tu te fais aborder? À la fois de mon côté, j'ai toujours voulu partager ce qui me venait en tête avec la plateforme TikTok en tant que personne autiste. Et sans le savoir, j'ai ma phrase d'introduction qui est devenue tout de même virale à travers le Québec. « Salut, je te passe le beau bonjour! » Et à la fois, je me suis aperçu avec le temps qu'il y a beaucoup de personnes également non autistes qui peuvent vivre des difficultés dans leur vie personnelle. Et juste cette phrase, ça leur apporte beaucoup de joie de vivre, de positivisme. Fait que souvent, des fois, je peux me promener, puis une voiture klaxonne. « Salut, je te passe le beau bonjour! » Hey, salut, toi qui fais des vidéos TikTok. À la fois, je ne suis pas une personnalité publique parce qu'au final, je me promène un peu partout. C'est rare qu'on va me reconnaître, mais il va toujours y avoir des personnes à quelque part, en temps et lieu, qui vont dire « Colin, c'est toi le gars des vidéos TikTok, on peut-tu prendre une photo? Je te présente mon petit garçon, il est autiste. » Je fais tellement de rencontres que c'est le fun. Je suis fier de moi. Jonathan, si tu veux, on va augmenter ton following tout de suite. On va regarder... Salut, je te passe le beau bonjour. L'importance, les amis, de toujours prendre en considération. On est tous uniques les uns les autres. Vivre avec l'autisme, à la fois, nous avons quelque chose en commun. C'est la fondation, c'est la base, c'est le diagnostic. Comme le tronc d'arbre devant moi. Je l'associe à ça bien vite de même dans ma tête. Tu sais comment c'est? Et à partir de là, chaque personne autiste va évoluer à son rythme, à lui, à elle. Ne jamais se comparer aux autres. Porte-toi bien. Salut! Si tu es une personne autiste, je te passe le beau bonsoir. À toi également, la personne neurotypique. Si tu regardes la vidéo par hasard, je te salue également. De mon côté, j'étais à l'extérieur en train de marcher, puis je me suis arrêté sur l'espèce de sculpture qui est derrière moi, puis à la fois c'est un jeu de lumière, puis je me demandais ce que c'était. De ton côté, est-ce que tu as quelque chose de prévu pour le week-end? Si tu veux me le partager en quelques mots, ça va me faire plaisir de lire ton commentaire. Porte-toi bien. Salut, je te passe le beau bonjour. Parfois, pour une personne autiste, c'est pas toujours évident de se faire des amis et on peut se poser la question, comment est-ce que je me fais des amis? Que l'on soit à l'école secondaire, au travail, dans la vie de tous les jours à l'âge adulte, l'important c'est de trouver en soi une passion, une activité que l'on aime faire. C'est pas le fait d'être gentil ou gentille que tu vas te faire des amis. Ça peut aider, mais avant tout, lorsque tu parles avec une personne, tu vas essayer de trouver des affinités.
Et je pense que c'est comme ça également, pour ma part, à 42 ans. Des fois, tu vas te faire de nouveaux amis. Mais pourquoi? Parce qu'on a des affinités en commun. On va partager une même passion. Et c'est de là, parfois, que l'amitié va se développer. Porte-toi bien. Ça me tente de sortir, mais j'ai personne avec qui sortir. Tu sais comment que c'est? Je suis en train de me promener. Je suis tout seul. Je peux comprendre que parfois c'est plate. Mais gêne-toi pas. Si tu veux sortir, go for it. Salut à tous. À toi également, le parent, si ton enfant est autiste. À toutes les personnes autistes. Ce genre de commentaires-là, portez pas attention à ça. Qu'importe votre âge, c'est des situations qui peuvent arriver. Faites-vous-en pas. Prenez pas ça à cœur. Passez à d'autres choses. Portez-vous bien. Salut, je vous passe le bonsoir. Salut tout le monde, Caroline! Ça me fait plaisir de vous présenter Marie-Joëlle, Mario puis JP. Puis je me rappelle, quand j'étais plus jeune, Mario, je le voyais souvent dans l'autobus. Puis ça a donné que là, maintenant, des fois, quand je vais prendre un petit café au restaurant, je vois Marie-Joëlle avec Mario puis JP. Bonne soirée tout le monde! Merci. Ouais. Bravo, bravo. Bravo, Jonathan. Oui, puis on rappelle à tous les gens qui veulent, les haters, qui veulent insulter, ça s'écrit A-U-T-I-S-T-E. Moi, je ne mettrais pas beaucoup de poids. Non, c'est une marque d'ascenseur. Exact, Jean. C'est une marque d'ascenseur. Effectivement. Jonathan, c'est quoi les commentaires que tu reçois positifs, là, ou les questionnements? Qu'est-ce que les gens t'écrivent en commentaire sur les vidéos? De quoi est-ce qu'ils sont curieux? De quoi est-ce qu'on te parle le plus souvent? Ben, j'ai essayé de le mémoriser, mais c'est trop difficile pour moi. Alors, si tu me permets, j'ai écrit mot à mot ce que les commentaires, parfois les gens... Ouais. Ah, merci. Ah, si tu me permets, j'ai voulu mémoriser tout ce que les gens m'ont écrit comme commentaires, mais je les marquais à la fois, ça va être plus facile. Alors, les commentaires que je reçois parfois, j'apprécie ton humanité, ta simplicité, tes conseils et ta positivité, cher ami. Ce que j'aime de tes vidéos est que tu restes toi-même. Tu es une belle personne honnête et tu donnes de beaux conseils avec ton expérience pour les gens qui en ont besoin. Tes vidéos sont intéressantes et divertissantes. Lâche pas, mon ami. Non autiste ici, mais tu mets un rayon de soleil dans ma journée par ton bonheur et ton sourire. Merci. Ta spontanéité, ta vérité, ta bonne humeur. J'aime comment tu es drôle, mon petit Joe. J'apprécie beaucoup ta présence sur TikTok. J'aime la répétition étant autiste aussi et j'aime quand tu dis, en commençant, salut, je te passe le beau bonjour sur la même intonation, tellement gentille qui fait tellement du bien à entendre. J'aime ta voix douce et gentille. J'aime que tu partages ton quotidien, tout simplement. Merci d'être là. Puis... Question pour tout le monde. Vous êtes soit, on est tous soit en contact avec l'autisme, on vit cette condition-là. Est-ce qu'il vous vient des moments que vous avez en tête où il y a des gens qui vous ont abordé, puis vous vous êtes dit, ah tiens, les choses changent, les gens, ils comprennent différemment parce qu'on nous voit dans les médias. Est-ce que ça vous est... Est-ce que c'est un moment où vous avez dit, ah tiens, oui, Georges? Oui, depuis Facteur A, je me fais aborder souvent par des gens qui me félicitent pour l'émission, surtout dans des foires alimentaires. C'est des gens de mon âge, souvent, des madames de mon âge, qui vont m'aborder puis me féliciter pour ma présence à l'émission. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu trouves ça envahissant? Comment tu le vis? Je le vis très bien parce que c'est pas la première fois que je passe à la télévision. J'ai déjà passé avec Alain Gravel à une émission spéciale dans le téléjournal qui s'appelait Les autistes qui parlent. Ça c'était la première en 97. Puis j'en ai fait d'autres. J'ai fait une pilule, une granule. Et souvent, il y a des parfaits étrangers qui me félicitent, puis que ça aide à changer le regard sur l'autisme. Oui. Et surtout, c'est ça qu'ils me disent. Et hier, il y avait une institutrice qui enseignait à des ados sur le spectre dans une école secondaire. J'étais chez Saint-Hubert en train de manger. Elle était venue à ma table pour me dire qu'elle travaillait dans une école pour autistes.
dans une classe spécialisée où il y avait des autistes. Donc, ça permet aussi de tisser des liens aussi. Oui, c'est ça. Ça permet. Puis, je vais parler de mon côté conférencier parce que les gens, habituellement, dans le cercle d'aide aux personnes autistes, ils me connaissent plus pour les conférences que j'avais faites depuis les années 90. Ouais. Oui, c'est ça. Moi, la première fois que je t'ai rencontré, tu t'en souviens absolument pas, c'est certain, mais c'était une projection d'un film. Elle s'appelle Sabine. Oui. Oui, tu étais là. Puis je me souviens que nous, notre garçon était très jeune. Oui. Je te voyais très fonctionnel, puis ça m'a rassuré. Oui. Je te regardais, et je disais, OK. Oui. Tu avais tes cheveux longs un peu moins gris, mais je me souviens très bien. J'étais moins gris. Oui, un peu. Et aussi, l'émission Sabine, c'est un peu ce que j'ai vécu avec mon frère. Oui. C'est pour ça que ça m'a touché. Beaucoup, hein? Oui. Ouais. Puis ce rapport-là en France était très différent de ce qu'on vit ici aujourd'hui. Je ne voulais pas t'émouvoir autant, mais oui, je me souviens de toi très bien. Tu m'avais rassuré à ce moment-là. Oui, c'est merveilleux. Mais c'est le film, ça me fait ressortir des souvenirs. Oui, c'était pas évident ce qu'elle avait vécu en France, les médicaments et tout. C'est un film très, très, très dur quand même. Oui, mais c'est parce que mon frère, c'est dans les années 80, puis on a combattu avec Carmen Lahaye, qui est maintenant plus avec nous, là, qui nous a aidés, puis aussi Peter Zoak, pour que mon frère ait une meilleure situation de vie. Il est maintenant dans une ressource intermédiaire, mais il était sur le Haldol et toutes sortes de cochonneries pendant 15 ans. Ouais. Entre 82, puis il est resté longtemps enfermé, puis après ça, on a milité, moi, puis d'autres parents, pour qu'il sorte de cette méchante situation. Oui, parce qu'il y a une époque, il y avait lourdement, on médicamentait lourdement aussi les personnes autistes. Exactement, puis c'était, comme en France, la psychanalyse qui est dominée. Exact. La culpabilité sur les mères, des mères froides, puis il y avait beaucoup d'absurdités qui étaient là-dedans. Aujourd'hui, il y a le Tylenol. Ça revient. Hein? Ça revient. Oui. Il faut mieux en rire parce que c'est un peu ridicule. Mais ça a l'air qu'il ne file pas. Puis il va avoir besoin d'en prendre du Tylenol. Oui, vas-y, Mathieu. Dans ton micro, allume, s'il te plaît. Oui, merci. OK. Ben, la première fois qu'on m'a reconnu, j'étais en présence de mon père. Il y avait un homme, je travaille au centre culturel de l'Université de Sherbrooke. Puis je suis la première personne autiste à être embauchée là. Puis sans être étudiant, il y avait patatas, et je suis parti, puis j'accueille des personnes pour les billets. Puis à un moment donné, j'ai été voir Claude Dubois en spectacle. Claude Dubois, c'est ça, le chanteur. Lui qui dit c'est du existe, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'étais avec mon père, puis là, il y avait un monsieur qui m'a dit « Ah, mais c'est toi qui fait les critiques atypiques à télé? » Là, j'ai dit oui. Puis après ça, il voulait une photo avec moi. Puis après ça, mon père, plus loin, il était à ma présence. Puis il a reçu un appel de ma tante, sa sœur. Puis après ça, il disait « Ah, ça n'a pas de sens. Mon fils est devenu une vedette. » Puis après ça, ma tante, elle répond « Il va devoir porter une casquette comme Véronique Cloutier qui a fait. » Oui, ça sert le lien. Puis c'est cool parce que, c'est comme tu as dit à Georges, ça fait tisser serrer les liens. Oui, ça t'a permis de rencontrer des gens que tu n'aurais pas nécessairement rencontrés si tu n'avais pas fait ça. Ouais. Il y en a qui ont dit c'est beau ce que tu fais, et puis tout ça, mais j'ai jamais eu de haters, fait que je m'en sors bien. T'es très aussi, je dirais que t'es très tête de cochon aussi. Quand tu décides de faire quelque chose ou de convaincre quelqu'un, parle-moi de Mike Ward. T'as réussi à avoir Mike Ward en entrevue? Ouais. La première fois, que j'ai contacté Michel Grenier, son agent, c'était il y a 5 ans. Puis je m'étais... Ça va, Georges? Oui. OK, c'est bon. Je m'étais chicané par téléphone avec Michel, son agent de Mike Ward.
Puis Michel, ben, je veux dire, c'est quelqu'un de, tu sais, qui est super gentil, un gros nounours, mais il était en scandale en cours en procès contre le petit Jérémy. Ouais. Fait que c'est ça, mais puis j'avais contacté son agent, puis Michel, ben, puis je chicane avec par téléphone. Puis après ça, j'ai dit, ben, un jour, tu vas entendre parler de ce que je fais. Fait que là, après ça, ben, une fois par mois, ben, je relançais pour une entrevue typique avec Mark Ward. Puis j'ai attendu 5 ans pour l'avoir. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Ouais. Y a-tu le droit de faire des jokes d'autisme dans son show ou non? Ben, réponse de politicien. Ben, non, mais, ben, j'écoute pas, il y a sous-écoute, mais tu sais, tantôt, il y a Sophie, ben, je m'étais trompé par rapport à. Je pensais que tu parlais d'une autre personne que vous avez suivie dans l'autisme majeur, mais je pensais pas que ton fils avait 24 ans. Moi. C'est ça. Est-ce que des fois, tu restes accroché à des choses, Mathieu? Est-ce que comme là, tu viens d'arriver, là, ça te trotte dans la tête? Là. Ouais, ça me trotte dans la tête, ouais. Pourquoi? Ben, parce que je suis quelqu'un de perfectionniste et quelqu'un qui est terre à terre. Puis, contrairement à d'autres personnes autistes, ben, j'ai juste besoin de prendre une sieste, puis je suis capable de récupérer d'une surcharge sensorielle, d'où est-ce qu'on peut dire que l'autisme, c'est large, c'est un spectre. Quand vous êtes comme ça en représentation, là, en public, là, vous faites facteur A, critique, on fait les vidéos TikTok, les gens nous répondent, on a une interaction sociale, Jonathan, comme ça, les gens ils sont là, on est obligé, on gère des insultes, etc. Est-ce que c'est une charge sensorielle qui est pesante? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que vous êtes épuisé à la fin de vos journées de tournage ou quand vous préparez vos choses? Parlez-moi de ça un peu. D'être dans les médias, est-ce que ça demande beaucoup ou c'est comme n'importe qui? À date, juste pour dire, mon expérience a été généralement positive par rapport aux réactions du public. Je n'ai pas eu à gérer de personnes toxiques, heureusement. Peut-être c'est ma génération qui était plus tolérante parce qu'aujourd'hui, on parle de masculinisme toxique et toutes sortes de trucs, de tendances commencées par Mike Ward il y avait quelques années, puis d'autres personnes qui se disent des vrais hommes et que tous qui ne pensent pas comme eux, c'est des... on n'oserait pas dire le mot, là, mais c'est une évolution un peu inquiétante qu'il faut surveiller. Mais moi, je n'ai pas de TikTok. J'ai un Facebook, mais mon Facebook est très restreint. La première toxicité que j'entends, je unfriend et je bloque. Ça fait j'ai tolérance zéro pour les personnes toxiques. Il y en a certains qui me disent que je juge les gens, mais c'est tant pis, c'est tolérance zéro. Ça fait c'est mon attitude face à ça. Ça fait mon Facebook est très restreint. Et TikTok, c'est pas de ma génération, c'est trop. C'est peut-être un préjugé que j'ai envers cette plateforme. Mais parce qu'au début, c'était des contenus ridicules pendant 30 secondes, puis ça ne m'intéressait pas. Mais tu devrais suivre Jonathan. Moi, je dirais, va le suivre. Toi, Jonathan, les nouvelles plateformes, c'est quelque chose qui t'intéresse? J'ai toujours voulu partager un petit peu mes défis, mes difficultés depuis toujours. Alors, j'avais commencé tranquillement sur les groupes d'entraide à l'autisme sur Facebook. Alors, il y a des groupes de discussion où les gens autistes et non autistes peuvent écrire entre eux. Mais au tout début, c'était uniquement pour nous, les personnes autistes. Ce qui arrive de nos jours, c'est que c'est devenu tellement populaire que nous, les autistes, on n'a plus vraiment le droit de parole sur ces groupes d'entraide-là qui sont très populaires au Québec, mais c'est plus pour les parents. J'ai mon petit coco, ma petite cocotte, TSA. Puis là, ça commence à jaser. Fait que tranquillement, j'ai voulu le partager sur YouTube. À l'époque, j'avais une chaîne YouTube que mes vidéos sont encore là, qui s'appelle Ma vie d'Aspi. À la fois, je vis beaucoup d'émotions aujourd'hui parce que la personne qui m'a émis le diagnostic d'autiste, elle va prendre parole aujourd'hui, Madame Isabelle Hainaut.
Alors, dans ma tête, là, je me revois en train d'être assis devant Mme Hainaut, puis de lui expliquer mon parcours de vie, puis le diagnostic s'est installé. Et Avec quel âge, Jonathan, quand tu as eu ton diagnostic? 28 ans. 28 ans. Est-ce que ça t'a soulagé? Est-ce que ça t'a permis de mieux te comprendre à ce moment-là ou pas? Tu le savais déjà, puis on a juste mis un mot sur quelque chose? Oui, je le savais déjà vers la 6e, 7e année que j'étais différent, mais ce qui arrive, c'est que mes parents, mon entourage, ma famille, mes amis étaient tous contraires à moi. Alors, ça a été difficile pour moi de mon parcours de vie parce que mes parents me disaient, ben non, mon gars, tu vas reprendre la ligne droite en vieillissant. Fait que finalement, personne ne me croyait, mais je suis allé à l'Institut Douglas en psychiatrie pour expliquer mes difficultés. Je suis allé à l'Université de Montréal. Il y a une clinique à frais modiques, que c'est des étudiantes qui étudient en psychologie. Alors, j'avais déjà 2 rapports non officiels et Mme Hainaut, c'est elle qui m'a donné le diagnostic officiel. Alors, j'étais soulagé, mais le fait d'avoir mon diagnostic, ça ne m'a pas réellement changé. Je vis encore les mêmes difficultés qu'aujourd'hui. Je l'accepte. Et ma présence sur TikTok, c'est vraiment aussi pour répondre à tous les commentaires haineux que je peux recevoir. Parce que sur TikTok, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui vivent des difficultés. J'ai rencontré une mère de famille qui était avec son jeune adolescent et son garçon de 18 ans s'est suicidé. Alors parfois, lorsqu'on parle de suicide pour la communauté autiste, c'est bel et bien une réalité de tous les jours, mais j'ai l'impression qu'on n'en parle pas. Toutes les personnes qui m'écrivent en privé, qui m'appellent à 1h du matin, que ça ne file pas, je suis là pour les écouter, pour leur apporter un soutien. Puis ça, j'ai l'impression que ça change beaucoup dans leur vie au quotidien. Je rencontre pas nécessairement toujours des personnes autistes, mais des personnes avec une déficience intellectuelle. Je suis allé rencontrer à l'Aréna Maurice Richard une jeune athlète en boccia. Et puis, c'est un sport paralympique. Lorsqu'elle m'a souri, elle m'a touché. Elle était resplendissante. J'étais assis dans les estrades, puis elle me regardait, puis elle m'a fait un beau sourire, puis je suis devenu ému. Puis c'est là que je me suis aperçu que j'ai réalisé que ma communauté va bien au-delà de l'autisme sur TikTok parce que il y a tellement de monde qui vivent des situations difficiles dans leur vie, puis je leur dis toujours, je suis là pour t'écouter. Ce qui va me différencier un peu sur TikTok, c'est que je peux me mettre en mode live. Alors, un de mes intérêts restreints, c'est que j'adore marcher. Alors, je prends mon téléphone, je clique sur live, je suis sur TikTok, les gens peuvent me saluer. Là, je vais voir les noms. Salut Catherine, comment ça va? Salut Marc, t'as passé une belle journée? Et là, il y a des personnes qui vont dire, je te connais pas, mais je suis éducatrice spécialisée en Mauricie, je travaille avec une clientèle autiste. Ah, je suis grand-papa d'un petit garçon. Fait que là, j'interagis, puis ça me fait travailler mon interaction sociale. Parce que dans la vie de tous les jours, j'interagis pratiquement pas avec personne. J'ai pas beaucoup d'amis, j'ai pas de copines. J'ai la chance de pouvoir travailler ici même au Centre à pas de géant, puis je suis reconnaissant, c'est ma 3e année avec de jeunes enfants autistes. Et ma chaîne TikTok, je l'ai nommée « Là pour toi ». Là pour toi. Moi, Jonathan, 43 ans, qui accompagne à chaque jour des élèves de 4 à 7 ans autistes dans leur vie de tous les jours. Alors, c'est pour ça que dans ma tête, je me suis dit « Là pour toi ». Hein? Quand que je m'en vais en classe, puis qu'on va, par exemple, au gym ou dans un autre cours, les petits sont là. Puis moi, dans ma tête, je me dis « Je suis là pour toi, ça va bien aller ». Alors, ça... Jonathan, c'est vraiment extraordinaire ce que tu fais. C'est vraiment extraordinaire. Moi, j'ai un enfant qui ne parle pas, qui est non-oralisant. Quand je vois ce que tu es capable d'accomplir comme autiste et de redonner à ta communauté, tu me donnes espoir, Jonathan, sincèrement. Ce matin, là, tu vas changer ma vie aujourd'hui, sincèrement, vraiment. Bravo, Jonathan. Alors, pour tous ceux qui se demandaient si les autistes avaient des émotions, je pense que vous avez eu une petite idée aujourd'hui de... Les neurotypiques aussi, ils en ont un peu. Okay.
C'est la vient de déconstruction briser d'un cliché. Exact. Exactement, c'est exactement ça que je m'en allais dire, Georges. C'est la déconstruction d'un cliché. On déboulonne les clichés ce matin. On approche déjà de la fin. C'est peut-être une question plus à la réalisatrice, la sociologue aussi que j'aimerais parler. Moi, j'ai toujours cette... quand je suis producteur, j'ai toujours cette idée-là, ou en documentaire, souvent je vais dire en meeting, je vais dire, moi j'aimerais ça que quelqu'un qui me dirait la phrase suivante. Moi, des documentaires, j'écoute pas ça, mais celui-là, par exemple, il était vraiment bon. Tu sais, on cherche ça. Moi, je dis toujours, il faut mettre du cheese sur le brocoli. Tu sais, on va parler d'un sujet social important, mais c'est important qu'il y ait une valeur de divertissement, qu'il y ait quelque chose de le fun, qu'on y rit, qu'on y pleure. Puis c'est comme tout le monde veut ça. On veut pas que ça soit pédagogique, puis didactique, puis scolaire, puis etc. Je sais que c'est contradictoire, mais comment est-ce que le meilleur prof d'histoire que vous avez jamais eu, là, ben, tu sais, il était le fun, il se passait quelque chose qu'on apprenait à travers nos émotions. Mais, ma question chienne, est-ce que ça change vraiment les choses? Ou est-ce que, des fois, ce n'est que ça passe, c'est du divertissement, puis c'est ça, mais est-ce que ça change les choses? J'aimerais ça vous entendre. Changer des représentations sociales, c'est long. C'est un processus qui s'échelonne dans le temps, mais qui n'est pas impossible. Et lorsqu'on parle de représentation sociale, on est vraiment dans des luttes pour la reconnaissance. Donc, parfois avec des obstacles. Puis moi, j'aime bien voir ces luttes de reconnaissance comme ayant plusieurs étapes. Puis on en a nommé, en fait, dans les échanges précédents. La première, c'est d'être visible. Hein? C'est d'être visible, de se faire voir, d'exister, d'être reconnu. C'est exister socialement. Donc, c'est comme la première étape. Qui est représenté, puis être représenté. La deuxième, c'est comment. Et c'est là que ça commence à devenir glissant. Comment on représente, puis l'importance, justement, des représentations valorisantes, axées sur la dignité de la personne. Deuxième chose. Et la troisième, pour vraiment avoir un impact, pour que les représentations sociales s'accrochent dans le temps, c'est que les personnes, en fait, s'approprient ces représentations sociales. Donc, l'importance que le message soit contrôlé par les personnes elles-mêmes autistes. Et donc, les personnes qui sont autour, les personnes alliées, comment on peut faire pour soutenir, justement, cette prise de parole, de contrôle, puis Sophie, vous parliez des codes, de les prendre, ces codes-là, et d'y aller, et de découvrir, d'apprendre. Et c'est peut-être là, justement, qu'on peut vraiment, dans le temps, avoir un impact sur les représentations sociales qui sont tellement difficiles à changer, mais que ce n'est pas impossible. Donc, ce serait ma petite réponse à une question bien compliquée. Qu'en penses-tu, Catherine? Catherine? Oui. Toi? Comment on fait un bon show, puis en même temps, parce qu'on veut que les gens arrêtent, on veut que les gens soient là, on veut avoir Fred Pellerin, on veut mettre Fred Pellerin mal à l'aise, puis on veut s'en servir pour raconter une situation. C'est quoi la part de responsabilité qu'on a, sociale, mais en même temps que ça rejoigne les cœurs des gens, ça se rend jusque dans le sofa, là. Mais c'est sûr que, tu sais, nous, ça dure 3 heures. Donc, souvent, les beaux moments ou les moments qui sont ressortis, on les a vécus sur le plateau. Des fois, déjà, ça oriente le montage. Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans Facteur A, c'est qu'on cache rien, mais on met rien non plus sous la loupe. Tu sais, les participants peuvent se lever. Les participants, s'ils ont des tics, ils font leurs tics. On ne va pas les cacher, mais on ne va pas non plus zoomer dessus. Ça fait vraiment partie. Puis, quand une question est bonne, c'est souvent, tu sais, puis les participants le savent, des fois, on dit peut-être ta question ne sera plus là, mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas bonne, c'est juste que dans le flow, on choisit. Donc, c'est là que nous, on construit l'émission au montage avec les meilleures questions ou les meilleures réponses de l'invité, mais aussi, des fois, des questions tellement pertinentes et sensibles. Puis moi, j'avais un malin plaisir de laisser des questions et des réponses qui durent des fois 7 minutes. Mais ça, on ne voit jamais ça à la télévision, mais c'est tellement intéressant qu'on laisse aller, puis je dois dire que ça prend aussi un diffuseur qui veut qu'on fasse ça, parce qu'au début, on se demandait comment Radio-Canada allait réagir à, tu sais, l'introduction de l'émission dure des fois 2 minutes, des fois 7 minutes, des fois, tu sais, il n'y a rien de déjà canné, mais eux, ils avaient embarqué là-dedans, puis ils voulaient que ça soit très, très
authentique et fidèle à la rencontre qui s'était passée. Donc, nous, on essaie que ce soit le fun, puis qu'il y ait un rythme, comme Georges disait, que le flow soit bon pour que le spectateur... En fait, on le pense en se disant, j'ai envie que le spectateur ait l'impression qu'il est assis avec les participants. Puis c'est que filmer comme ça, c'est de se dire, vous êtes assis avec eux, puis vous avez accès aujourd'hui à Fred Pellerin, puis vous allez y avoir accès comme rarement vous allez y avoir accès parce que nos participants posent des questions sans filtre. Il y a un deal avec l'invité qui est, s'il ne veut pas répondre, il ne répond pas. Puis ce qui est fascinant, c'est que les participants sont très d'accord avec ce deal-là. Une fois que c'est dit, mais personne ne l'a utilisé à part Marina Orsini une fois, mais personne refuse de répondre, puis tout le monde y va avec sa réponse. Donc, il est là, je pense, déjà, le fun est là parce que les invités se mouillent, les invités se lancent. Fait qu'après, il y a un tri qui est fait dans les réponses. Une des difficultés qu'on a toujours, c'est... moi, j'ai un exemple très précis en tête. Moi, je produis aussi une série qui s'appelle « Ça ne se demande pas », « You Can't Ask That ». On fait la version anglaise sur la CBC, puis la version québécoise. Et puis, j'ai eu, à un moment donné... une discussion pas musclée, mais où j'avais quelqu'un de la CBC qui était neurotypique d'un handicapé, avec ses deux jambes et tout ça, et qui me disait dans les questions, ah, vous ne pouvez pas poser cette question-là à une personne handicapée, c'est malaisant. Et puis moi, ma réponse, c'était, oui, mais vous n'êtes pas handicapé. Et la réponse et la question était la suivante, est-ce que vous êtes déjà servi de votre handicap à votre avantage? Et puis, ben non, ça se pose pas, ils vont être malades. Et là, il y avait un handicapé qui disait, non, moi, j'ai jamais fait ça. Puis la fille à côté, elle disait, moi, tout le temps. Moi, je prends ma chaise roulante quand il y a une file, puis je vais cogner dans les mollets des personnes. Les personnes sont fâchées, ils se tournent de bord, ils deviennent super mal à l'aise. Ça crée un esclandre, puis tout le monde me laisse passer. Et c'était très drôle, et c'était très bon. Fait qu'il y a aussi ça aussi qu'on doit démonter parfois, puis on est nous-mêmes, tu sais, nous-mêmes neurotypiques, malgré que nous deux, des fois, on dit « ça doit venir de quelqu'un de nous deux ». Et donc, en blague, mais il faut des fois démonter ça, que le regard d'une personne qui ne vit pas la situation, puis qui est dans une position d'être le diffuseur et le décideur dans les médias, parce que je reviens aux médias, des fois, il faut déconstruire ça pour dire « oui, mais tu le sais pas ». Moi, j'ai déjà eu quelqu'un là, que je nommerai pas qui m'avait déjà dit « oui, mais cet acteur-là de couleur, il faut qu'il soit aussi bon que n'importe quel, que Rémi Girard. » Puis j'avais répondu du tac au tac « oui, mais Rémi Girard ne sera jamais autant de couleur que cette personne-là. » Fait que des fois, il faut défaire des stéréotypes, comme disait Georges, il faut les démonter. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. S'il y en a qui ont des questions rapides, parce qu'il est déjà 11 heures, puis il y a d'autres panels. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une ou deux questions. Je pense qu'on peut prendre peut-être une ou deux questions. Oui, maximum. S'il y a des gens qui juste levé la main, moi, je vais me déplacer. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Levez la main, comme ça, Thomas pourra vous apporter. Sinon, s'il n'y en a pas, ce n'est pas obligatoire, là. Vous n'êtes pas obligé. Mais parfait. Alors, merci énormément. Alors, Factora, il va y avoir aussi une deuxième saison. La Pod Géant va y participer. Critique aussi, on est en une deuxième saison. C'est sur Ami Télé, c'est ma plug. Puis vous l'avez tous si vous avez le câble. Ou vous pouvez aller sur Ami Télé Plus, et puis vous pouvez le voir en rattrapage si vous voulez le regarder. Puis, Sophie, en terminant, ma blonde avait dit, une fois, elle était là, tout le monde en parle il y a très longtemps, puis c'est le début, on avait appris que on avait eu un diagnostic, puis elle avait dit cette phrase-là que je reprends toujours, tu sais, mon fils, peut-être qu'il ne roulera jamais sur l'autoroute, il va rouler sur la voie de service, mais il va se rendre à bon port. Mais ça, c'était au début, mais moi, aujourd'hui, je suis persuadé que quand il embarque sur l'autoroute, c'est bien le fun aussi. Puis ça nous permet à tous qui ne vivons pas ou qui vivons la situation de s'ouvrir. Et même quand on la vit, cette situation-là, bien, on la vit tous différemment dans nos affaires. On a des lieux communs, mais ce partage-là, je pense que ça fait de nous de meilleurs êtres humains. Et puis, bien, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Merci énormément. Merci beaucoup, Charles, Mathieu, Sophie, Georges, Catherine, Isabelle et Jonathan. Tellement intéressant, touchant, inspirant. Donc, merci beaucoup. Vous changez le monde. Donc, merci. On va prendre une pause de